François Guéry, vous êtes philosophe. Ma première question, elle est liée à votre dernier livre qui est consacré à la loi du plus faible. La loi du plus faible, qui est votre position, votre thèse, s'oppose à une thèse opposée, la loi du plus fort, qui semble s'imposer avec évidence. Comment jouez-vous de ce paradoxe? Alors, évidence, oui et non. Jean-Jacques Rousseau se moque de l'expression loi du plus fort et dit qu'elle est prise avec ironie, puisque ou bien il y a une loi et elle est universelle, elle s'applique à tout le monde, ou bien le plus fort fait la loi, c'est-à-dire remplace la loi par son caprice particulier, auquel cas on ne peut plus parler de loi. Donc vous dites que c'est une évidence, c'est une fausse évidence, c'est presque un sophisme ou une formule provocante. D'ailleurs, les mafias font la loi, mais en réalité, ils ne font pas exactement la loi, c'est-à-dire qu'ils font de leurs intérêts quelque chose qu'ils imposent aux autres, et c'est de cette façon qu'ils singent la loi. Et donc la loi du milieu, la loi de la mafia, s'oppose à la loi tout court, c'est-à-dire à ce qui concerne tous les citoyens, oblige, sert, avec les droits et les devoirs afférents. Donc il est vrai que j'ai voulu remplacer cette idée qui s'appuie sur une certaine conception de la nature vivante, de la nature animale, et donc d'une nature qui précéderait la civilisation. Moi, j'ai proposé l'idée d'une loi du plus faible parce que, à mon sens, c'est la nature qui est caricaturée dans cette affaire. On prête à la nature quelque chose qui n'est pas elle. Et j'ai trouvé dans la nature vivante, c'est-à-dire dans la biologie, l'évolution, et en particulier l'évolution individuelle, c'est-à-dire donc le passage de la fécondation à la naissance et à la maturation, quelque chose qui est, à mon sens, une loi du plus faible, c'est-à-dire où celui qui ne peut en aucune façon se défendre d'un milieu qui comporte tous les dangers qu'on voudra, est pris en charge. Et donc fait d'une certaine manière, la loi impose certaines circonstances protectrices à celle qui l'héberge, si on peut dire, la femme enceinte, ou l'animal, gros. Il est vrai que vous vous référez à Rousseau, et dans le contrat social, Rousseau montre que parler d'un droit du plus fort, c'est contradictoire dans les termes. Voilà. Si on est le plus fort, on n'a pas besoin d'un droit, et Oui, exactement. si on fait intervenir un droit, c'est qu'on n'est plus le plus fort. Mais il y a également, dans ce que vous dites, une référence implicite à l'évolutionnisme de Darwin, parce que souvent de cet évolutionnisme, on tire une mauvaise leçon qui serait, au fond, que dans la nature, ce sont les plus forts qui imposent leurs lois. Bien sûr, bien sûr. Alors pour Darwin, c'est toute une affaire, on pourrait en parler très longuement. Naturellement, je n'ai pas du tout fait du darwinisme le sujet du livre, même si, bon, je sais que ça figure dans le titre. Mais ce n'est pas tellement le darwinisme. J'ai lu beaucoup Darwin, j'ai lu L'origine des espèces, j'ai enseigné jadis au début de ma carrière à Lyon, c'est-à-dire dans les années 80, etc. J'ai beaucoup parlé de L'origine des espèces, qui est un très grand livre, très casuistique, des enquêtes très fouillées, une méthode très rigoureuse, etc. Donc, ce n'est pas mon genre de caricaturer Darwin. Par contre, la caricature de Darwin existe, elle a existé. Et elle a existé évidemment comme une certaine manière de tirer de Darwin des conséquences qui en fait ne sont pas seulement biologiques ou évolutionnistes, mais auraient une portée plus générale et qui justement rejoindraient ce dont on vient de parler, à savoir une loi du plus fort qui régnerait dans la nature et donc, pourquoi pas, dans la société. Alors, jadis, il n'y a pas si longtemps que ça, à vrai dire, je me suis intéressé à l'histoire du nihilisme, qui est un phénomène essentiellement russe, puisque en France, par exemple, on a plutôt appelé anarchisme l'héritier de ce courant nihiliste. Alors, les nihilistes sont des gens qui ont, contre les institutions russes,
une véritable haine. Et alors, ils se sont appuyés sur des ouvrages de sciences naturelles, pas seulement Darwin, mais aussi Darwin, pour attaquer l'ensemble du pouvoir russe, si on veut, ce qui veut dire à la fois le tsar, l'Église orthodoxe, la société, la féodalité, mais aussi évidemment le vernis de civilisation que le christianisme comporte en lui-même, et qui est évidemment, si on veut, qui va dans le sens d'une protection des plus faibles. Donc les nihilistes ont promu la force, à tel point d'ailleurs que leur coup d'éclat a été de répéter une série d'attentats jusqu'à ce qu'il fasse sauter le carrosse du tsar Alexandre II, qui avait proposé une abolition du servage, de la même façon qu'aux États-Unis, au même moment, on abolissait le servage avec la guerre civile qu'on connaît. Donc ces nihilistes russes s'appuient pour justifier leur action terroriste, enfin tuer le tsar avec une bombe, on peut appeler ça du terrorisme, ils s'appuient sur Darwin, entre autres, qui est éloge de la force. Alors, j'ai un autre argument pour Darwin. Il dit survivance du plus apte. Donc, élimination du moins apte. Alors, comment a commencé le nazisme? Là, je saute des étapes. Comment ça a commencé leurs horreurs, leur génocide pas par... Enfin, il y a eu toutes sortes d'épisodes, camps de concentration, dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler, et même, à vrai dire, avant, parce que le parti d'Hitler était tout puissant. Mais alors, ils ont emmené des déficients mentaux ou des handicapés qui pesaient donc sur, si on peut dire, sur la société, ils obligeaient la société à payer, entretenir, etc. Ils les emmenaient dans des camionnettes dont ils avaient truqué le pot d'échappement. Ce qui fait que la camionnette partait avec certains handicapés mentaux ou autres à l'intérieur, à l'arrière, et avec le pot d'échappement qui passait par l'intérieur, ils arrivaient à un endroit où il n'y avait plus que des cadavres à l'intérieur. Donc, la survivance du plus apte, j'aime pas tellement cette formule qu'on a retenue, qui est de Darwin. Parce que survivance du plus apte, c'est le bon côté, le verre qui est à moitié plein, mais élimination des moins aptes, c'est le verre à moitié vide, le mauvais côté. Donc, j'aime pas trop, pour toutes ces raisons. Il y a dans le darwinisme, si on veut, plutôt comme une levure qui a fait lever la pâte la plus immonde du XXe siècle. Que ça soit les descendants du nihilisme, qui sont en fait les bolcheviks et finalement le régime stalinien, ou que ce soit l'hitlérisme qui, lui, est jugé et classé. Bon, j'essaie de répondre sur les tenants et aboutissants. Oui, en fait c'est le darwinisme social que vous avez en vue, ou toutes les variations autour de ce qu'on a appelé le darwinisme social. Alors, les nihilistes russes en question, il y en a plusieurs. Bon, Dostoïevski en a pas mal parlé, mais Tourgueniev aussi dans Père et Fils. Ils s'appuient sur des travaux de sciences naturelles. J'insiste là-dessus, de sciences naturelles. Parce qu'ils estiment que ce qui est naturel doit être aussi culturel. Et que donc la loi du plus fort doit régner. Alors eux, ils estiment que les plus forts, c'est le grand nombre, c'est le peuple. Et alors il y a un catéchisme révolutionnaire de Netchaïev qui est connu, où il dit « pour la révolution, tout est permis ». Alors, j'insiste un petit peu sur le « tout est permis », qui veut dire aussi « tout est possible ». Hannah Arendt, dans des textes qui sont soit dans la condition de l'homme moderne, soit dans des brouillons préparatoires, je ne me rappelle plus très bien, dit, voilà, avec « tout est possible », on a le fascisme. C'est leur doctrine. Et « tout est possible », c'est quelque chose qui emprunte, selon eux, à la nature le droit d'exercer la violence, de faire la loi. Faire la loi, c'est-à-dire donc contrefaire la loi. Donc c'est pourquoi ce n'est pas simplement le darwinisme social, c'est vraiment le darwinisme lui-même et d'autres travaux, Virchow, etc. Et ils avaient toutes sortes d'auteurs de prédilection qui expliquaient que la force règne dans la nature. Alors inversement, quelle leçon éthique tirez-vous de la nature? Car finalement, c'est l'objet de votre livre. Alors justement, le plus faible. Mon raisonnement est le suivant. Qui n'a pas été faible à ses débuts?
Donc le plus faible, ce n'est pas simplement dans une concurrence vitale entre adultes de force équivalente. Le plus faible, il faudrait à ce moment-là aller jusqu'à dire que tout ce qui commence est éliminé parce que trop faible et incapable de se soutenir dans l'existence. Or, cette élimination a lieu. Elle a lieu. Par exemple, tous les œufs des animaux qui pondent des œufs, reptiles, poissons, volatiles divers, oiseaux, etc. Tous ces œufs sont déposés dans un milieu qui demeure hostile. Alors on connaît bien, par exemple, les petites tortues, les bébés tortues qui courent jusqu'à la mer, et les oiseaux de mer les ramassent un par un, etc. Donc il en reste 1 sur 1000, etc. Alors là, voilà une élimination des plus faibles. Ou même, comme ils sont tous faibles, une élimination aléatoire, si on veut. Au fond, on pourrait dire de tous ces bébés qui courent désespérément vers la mer où ils imaginent qu'ils ne trouveront pas de prédateurs, ce qui n'est pas forcément vrai. Alors donc, les œufs sont l'exemple même de cette faiblesse de ce qui commence. Et j'ai remarqué aussi, évidemment, que les œufs sont un aliment. Ça se mange. Dans la mer, les œufs sont dévorés par millions à tout instant. C'est d'ailleurs pourquoi il y en a tant, parce qu'ils seront dévorés. Il y a une sorte d'équilibre naturel qui se crée, et les espèces dont les descendants sont systématiquement dévorés produisent à tel point qu'à la marge, il en restera suffisamment pour que l'espèce continue. Alors donc, moi, mon raisonnement, ça a été qu'avec le mammifère, ce problème a été au moins partiellement résolu. Parce que l'œuf demeure au sein de la mer, au lieu d'être pondu, si on veut, déposé, il reste au sein de la mer qui va, si on peut dire, le laisser atteindre un certain degré de maturation pour le mettre dans le milieu extérieur où à ce moment-là la société, ou la famille, la société, d'une façon plus générale, puisque même à supposer qu'il n'y ait plus la famille dans un régime collectiviste, on aura des crèches. Bon, donc il est pris ensuite en charge. Mais la nature, et non pas la société, prend en charge, la vie prend en charge celui qui commence et qui est trop faible pour le mener à un certain degré de maturation. Voilà ma démarche. Est-ce que le sport de compétition, nous sommes à l'INSEP, donc nous allons parler du sport, oui. Est-ce que le sport de compétition ne va pas contre cette thèse que vous défendez, à savoir qu'on peut tirer de la nature la loi du plus faible, la protection du plus faible? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'éloge du plus fort? Alors, ce que je connais du sport, il est quand même régi par une charte, mais même si on recule dans le temps, l'esprit sportif, il y a des Jeux olympiques, pourquoi? Parce que les Grecs faisaient des Jeux à Olympie. Toutes les sociétés, je pense, ont pratiqué d'une certaine manière le sport, qui repose sur un pacte explicite, d'ailleurs. Dans la compétition, se dégagera un plus fort. Et celui qui n'est pas le plus fort accepte d'avance cette perspective de n'être pas déclaré le plus fort. C'est l'esprit sportif. Alors que par contre, dans une bagarre, une échauffourée, un règlement de compte, naturellement, il pourrait se trouver que le plus faible arrête les frais tout simplement parce qu'il n'est pas capable de continuer. Ça pourrait se trouver. Enfin, ce n'est pas le sport à ce moment-là. Ce n'est pas le sport. Ce n'est pas non plus, d'ailleurs, à mon avis, une compétition. C'est une confrontation, c'est une bagarre, c'est autre chose. Et alors, on en parlera sûrement, mais même dans la boxe, après tout, le but n'est pas de démolir l'adversaire, mais simplement de le mettre, si on veut, devant sa faiblesse, reconnue par à la fois des règles de ce jeu, un arbitre, etc. Le plus fort se dégage d'une compétition réglée. Voilà la différence. Deux questions peuvent se poser. La première, c'est que vous parlez des Jeux Olympiques. Il y a la devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort. Le toujours plus. C'est-à-dire, ici se pose la question des limites. La deuxième question,
c'est que vous avez parlé des Jeux olympiques antiques. Oui. Or, est-ce qu'il n'y a pas entre les Jeux olympiques antiques et les Jeux olympiques modernes une différence essentielle, à savoir que dans l'Antiquité, il s'agissait d'accomplir son excellence. Aujourd'hui, il s'agit d'un dépassement permanent, constant, d'aller au-delà de soi, une sorte de perpétuelle avancée vers quelque chose qui est inatteignable, d'où ce toujours plus. Alors, Dépassement de soi, accomplissement de soi, je l'opposition. Alors, je me souviens d'une réflexion que fait Aristote sur le but, si on peut dire. Pourquoi est-ce qu'on tire à l'arc? On pourrait dire, bon, on veut atteindre la cible, ce qui est une description minimale. L'archer veut atteindre la cible. Mais le véritable but du tir à l'arc n'est pas d'atteindre la cible, c'est d'être bon au tir à l'arc. Bon. Donc c'est le tir à l'arc qui est le but du tir à l'arc. La distinction entre le skopos et le télos. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc le but étant le tir à l'arc lui-même, alors effectivement, moi je pense que se proposer d'être meilleur en général, dans quoi que ce soit, enfin, ça concerne chacun de nous. Hein. Je fais une carrière d'enseignant de philosophie, on préfère devenir meilleur, le meilleur possible. Sinon, c'est ennuyeux, c'est préoccupant. Quelqu'un qui s'accommoderait d'être médiocre et de le rester, enfin, ça pose un problème de quasi masochisme, si on veut. Donc là, moi, je ne pense pas qu'une idéologie de la force soit présente dans cette idée qu'on doit faire le mieux qu'on peut. Alors je me rends compte que, par exemple, aujourd'hui, il y a une mode du sport extrême. Alors on veut se dépasser, etc. Mais bon, on veut se dépasser. Peut-être qu'après tout, c'est naturel, si je puis dire, de se dépasser et d'exceller là où on était au départ maladroit, débutant. Donc j'ai l'impression qu'il y a un trait critiquable de civilisation, d'un côté, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui est naturel, si je puis dire, au sens où c'est humain, etc., devenir le meilleur possible dans la partie où on se sent être. Enfin. Mais sans limite, aujourd'hui. Il n'y a plus de limite. C'est une question qui se pose tout de même. Alors, sans limite, il y a des alpinistes qui meurent tous les ans. Donc évidemment, la limite n'est pas la préservation de soi, si on voulait dire les choses. Il peut y avoir effectivement un goût de l'extrême qui pousse à s'auto-détruire. Maintenant, les marins sont toujours morts en mer, y compris quand il s'agissait de compétition, etc. Ce que je crois surtout, c'est que la mortalité faisant partie de notre condition, il est absolument impossible d'exclure dans une entreprise, quelle qu'elle soit, le risque de mort. Sinon, ça mettrait à mal l'idée même qu'on entreprend quelque chose. Donc là encore, il y a une différence entre l'excès et la règle, l'abus et le simple usage, à mon avis. Non, ça je comprends bien, mais c'est le toujours plus aussi qui est en vue, et qui est quelque chose qui est propre tout de même au sport moderne, par exemple, pas simplement au sport. Hein. Il s'agit d'aller toujours plus vite, plus vite, et à la limite même d'utiliser des artefacts. Oui, d'accord. Je vais vous dire où je trouve que ça cloche, là, cette affaire, effectivement, qu'il y a un vrai problème. Au basketball, il est clair que, en principe, il y a un avantage à celui qui est tellement grand qu'il atteindrait pratiquement le panier sans même sauter. Alors, je trouve ridicule qu'on embauche des basketteurs géants pour qu'ils... c'est un avantage, si je peux dire, presque comme une tricherie, si on veut. Là, oui, je trouve qu'on devrait réglementer et mettre en compétition des gens dont la taille aurait été, si je puis dire, fixée avec des limites. Maintenant, je ne connais pas cette question, mais je suis choqué de voir effectivement cette manière de contourner la règle, à savoir, il faut mettre en hauteur un ballon dans un panier, la contourner en mettant en jeu des joueurs anormalement grands, par exemple. Alors maintenant, il y a certainement toutes sortes d'autres abus
qui consiste à doper les cyclistes, etc. Bon, tout ça, bien sûr, si on leur donne une pêche artificielle qui ensuite leur démolit la santé, il y a un abus. Alors maintenant, je compte sur les gens qui gèrent le monde du sport pour mettre un terme aux abus. Voilà, c'est tout. Parce que ça reste un sport. Donc tricher, abuser, contourner, tricher, enfin, comment dire, manipuler la règle pour gagner, ce n'est pas le sport. Donc ce n'est pas une tendance, vous préférez parler d'abus? Oui, ce sont des abus. Alors maintenant, peut-être que les abus sont une tendance sociale qui est liée aussi au caractère spectaculaire. Il y a des sports qui sont plus spectaculaires que d'autres. Les compétitions de ping-pong, bon, on en voit à la télé, enfin ping-pong, tennis de table. Le tennis, c'est spectaculaire, le football, c'est spectaculaire. Donc le monde du spectacle et le monde du sport ont une fâcheuse tendance, évidemment, à échanger leurs gènes. Alors prenons les choses par un autre bout. Les compétitions sportives ne peuvent-elles pas être assimilées, au moins dans certaines de leurs phases, à de véritables fermes d'élevage de champions? Oui, oui, là on rejoint l'idée il ne faut pas droguer, il ne faut pas donner d'euphorisants, d'hormones, etc. À quelqu'un qui participe à une compétition. Donc je vois, c'est vrai, il y a la possibilité d'un eugénisme qui n'est pas au service du sport, mais qui est au service du spectacle du sport, c'est-à-dire en fait de l'industrie qui vient s'approprier, si on veut, certaines compétitions sportives au détriment d'autres, ça je suis d'accord. Mais il reste quand même que le fait de devenir meilleur sans artifice est humain. Avec artifice, non. Ce n'est pas humain, c'est autre chose. Et moi, je reviens à l'idée que cet abus peut être devenu chronique, ça c'est très possible, auquel cas, c'est un abus qui est chronique, mais ce n'est pas le sport. Vous faites de la... J'idéalise peut-être le sport. Non, mais je parle librement. Vous faites de la protection du plus faible un trait de civilisation qui prolonge, oui, au fond, un fait biologique. Oui. Est-ce qu'il vous semble que dans le sport, et dans le sport de compétition en particulier, cette protection du plus faible est à l'œuvre? Alors, j'observe quand même qu'on a ouvert les Jeux paralympiques, des Jeux réservés aux handicapés, auquel cas donc on pense à eux. De la même façon d'ailleurs que dans la société, on pense aux handicapés puisqu'on crée des accès qui supposent de revoir complètement l'architecture de beaucoup de bâtiments publics et privés, etc. Salles de cinéma, parking sont aménagés pour que les fauteuils roulants puissent accéder. Donc il y a une protection. Et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, le contraire de la civilisation, c'est de liquider les handicapés qui pèsent sur le budget de l'État, etc. Voilà. Donc la civilisation va effectivement dans le sens d'une protection des plus faibles, qui est une sorte de prothèse sociale, si on veut, enfin, et même qui va jusqu'à mettre en valeur des capacités, y compris sportives, physiques, si on veut, de gens qui, par ailleurs, ont perdu un membre, etc. Donc c'est une tendance qui n'est pas la même, celle-là, que les abus dont on a parlé et qui est actuelle. Il y a quand même coexistence, me semble-t-il, des deux tendances, protection des plus faibles et valorisation tricheuse de la force. Est-ce que la relation de domination qui est observable dans le sport, est-ce que cette relation de domination ne témoigne pas de la persistance d'une certaine immaturité, entre guillemets? Et je pense ici à une réflexion de Boris Cyrulnik, qui dit que chez les animaux, les jeunes animaux jouent, se bagarrent entre eux devant les parents qui sont presque les spectateurs de ces bagarres, et à un moment donné de leur développement, cela cesse et ils trouvent leur place dans le groupe. Oui, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans le monde humain, à travers le sport, une sorte de persistance de l'immaturité? Alors pour dominer d'abord, je ne suis pas sûr que le mot convienne dans l'absolu. Supposons un match nul au football. On regarde un match qui se termine. Néanmoins, on dit en général qu'une des équipes a dominé l'autre. Mais
elle a dominé, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la domination de dominus, le maître, sur l'esclave. Une équipe n'a pas esclavagisé une autre sous prétexte qu'elle a été meilleure, plus habile, plus convaincante sur le terrain, qu'elle a montré plus de métier. Donc dominer tout court, sans un verbe intransitif, dominer, être meilleur, quoi. Bon, d'accord, c'est sportif, c'est très bien. Dominer quelqu'un, non, là, moi je ne suis pas d'accord sur dominer quelqu'un. Maintenant, effectivement, dans les jeux des lionceaux entre eux, qui sont d'ailleurs, c'est pas la peine d'aller chercher des lionceaux ou les os, les chats, les petits chiens, les chiens, se battent, et même j'ai vu des petits-enfants, mes petits-enfants, se battre simplement parce que le plus âgé, en général il y a quand même 1 an d'écart, 2, bon, le plus âgé veut montrer à l'autre aussi comment on fait, quoi. Donc il joue. Alors maintenant, ce jeu de savoir qui est le plus fort, il fait partie aussi de la compétition par laquelle on acquiert une certaine habileté. Donc je ne vois pas tellement pourquoi il faudrait que ça s'arrête à aucun moment. À aucun moment. Maintenant, l'argument de Cyrulnik là, appartient à l'éthologie animale. Effectivement, certains animaux, les loups, les lions, etc., sont très hiérarchiques. Alors donc, ils trouvent leur place. Là, ça ressemblerait plus, si on comparait avec le monde humain, à ce qui se passe dans les mafias, où en principe le caïd est respecté, sans avoir à constamment à rappeler qu'il est le caïd. Voilà. Mais la société, c'est encore autre chose. Donc l'éthologie animale, elle est aussi subtile, aussi diversifiée que l'est la sociologie, qui étudie le passé des sociétés, les sociétés à travers l'espace. C'est compliqué, ça ne marche pas à tous les coups, je crois. Enfin, cela dit, l'argument est très intéressant sur le jeu des lionceaux. Mais tout à l'heure, vous avez fait allusion à la boxe en atténuant la violence installée au cœur même de cette activité. Mais quand on y réfléchit, la boxe ou ce qu'on appelle MMA, c'est-à-dire les arts martiaux mixtes, il y a tout de même là quelque chose qui relève d'une domination. Et cette domination, elle a pour finalité le chaos, c'est-à-dire une atteinte tout de même physique qui peut aller jusqu'à des troubles neurologiques, on le sait. Est-ce que ça ne vous semble pas étrange que notre société tolère ce type de sport, de compétition, qui est dans l'horizon finalement de la mort possible? La frontière entre l'Antiquité et la modernité a tendance à s'abolir. Pour l'Antiquité, là, je voudrais quand même mettre juste une question au point, parce que c'est un peu impensif de dire qu'il y avait des jeux du cirque où on mourait. Et on dit beaucoup aussi que les gladiateurs faisaient une déclaration préalable, Ave César, morituri te salutante. Bon, ceux qui sont destinés à mourir te saluent. Donc ça a l'air de dire qu'ils s'entretuaient dans l'arène. J'ai un ami, historien de l'Antiquité si on veut, qui dit, voilà, alors les esclaves qui combattaient, lutteurs aussi bien, mais enfin bon, les esclaves qui combattaient, souvent esclaves. Pas toujours, pas forcément, enfin bien. Donc s'achetaient à prix d'or. Alors celui qui avait acheté un esclave particulièrement combatif, habile, à l'épée, à n'importe quoi, avait certainement aucune envie de le perdre au premier combat. Donc l'idée, c'était plutôt comme d'ailleurs pour un très bon boxeur, un très bon sportif, footballeur, de l'entretenir et de le mettre dans des matchs aussi longtemps qu'on y arrive. Donc c'est un poncif, à mon avis, faux de prétendre que dans l'Antiquité, on sacrifiait le gladiateur à chaque combat. Je crois que ce n'est pas vrai, enfin c'est une caricature. Alors maintenant, la caricature, elle tient à ce que des jeux du cirque ont effectivement été organisés et n'étaient pas de nature sportive. Augustin en parle dans les Confessions, puisqu'il raconte qu'il s'est converti au christianisme à la suite justement d'une addiction aux jeux du cirque, où on s'entretuait très réellement cette fois, mais pas seulement dans des combats. Il s'est levé en retirant ses mains de ses yeux, de ses oreilles, c'est ça? Oui. Et puis il dit que aveugle. C'est un de ses amis, Alippe, donc qui l'avait entraîné, parce qu'ils étaient addicts.
drogués aux Jeux du cirque. Alors, les Jeux du cirque, il faut quand même savoir comment ça se passait. On installait une tribu gauloise au centre de l'arène, et puis on faisait entrer l'armée romaine. Ils tuaient, violaient, brûlaient, réellement. Et alors, évidemment, le public, tous les jours, affluait pour voir ces horreurs. Enfin, aucune, pas la moindre nuance de sport dans cette histoire-là. Hein. Donc, les Jeux du cirque et le sport antique, non, ce n'est pas la même chose. Parce que la notion du sport est une notion, d'ailleurs, à mon avis, universelle, mais en tout cas antique. Ça, c'est clair. Maintenant, pour revenir à la boxe. À la boxe. Et à l'horizon. Non, la boxe, je sais qu'il y a des boxeurs qui en sortent handicapés, qui sortent de leur carrière de boxeur avec la tête qui ne va plus du tout. Bon, c'est vrai, ou aveugle. Bon, tout ça, c'est vrai, et ça fait partie peut-être d'une époque de la boxe qui peut être révolue. Ça, j'avoue que je ne sais pas. Je suis choqué qu'il y ait des combats presque à mort, enfin, des combats où tout est permis et qui ont des noms que je ne connais pas. Maintenant, je sais aussi que le karaté, etc., correspond vraiment à l'esprit sportif. Il y a un respect de l'adversaire, il y a un respect des règles du jeu. Enfin, il y a quelque chose qui correspond plutôt à l'idée, si on veut, de s'assagir soi-même, y compris dans l'exercice de la force, je crois. Je crois qu'il y a une certaine communication entre l'esprit qu'on pourrait appeler zen, si on veut, qui est un esprit de paix, et d'un autre côté, les sports de combat où on sait s'arrêter. Maintenant, je ne connais pas assez cette question. Les spécialistes de ces disciplines de force, si on veut, parce qu'il n'y a pas que karaté, jujitsu, etc., je crois quand même que ce sont des écoles de maîtrise de soi. Mais dans les exemples que vous donnez, le judo, le jujitsu, oui, etc., oui. La perspective, ce n'est pas de mettre KO l'adversaire. Or, le KO a nécessairement des effets qui, par exemple, atteindre le visage de l'autre. Oui. À travers le visage de l'autre, c'est sa dignité. C'est annihiler, d'une certaine manière, l'humanité de l'autre. Il y a des gants. Dans la boxe, il y a des gants. Il y a des espèces de dentiers. Enfin, bon, il y a des protections. Maintenant, effectivement, dans la boxe, on pourrait admettre qu'on se casse la gueule. C'est peut-être une des disciplines sportives celles qui flirtent le plus avec l'exercice d'une violence destructrice, auquel cas, à mon avis, il y a quand même un politiquement correct qui règne dans nos sociétés. Je ne parle pas de sociétés plus éloignées des nôtres. Enfin, les nôtres sont quand même quelquefois trop politiquement corrects. Quelquefois, on en rajoute une louche. Bon, bien, bon. Si des sports détruisent la figure et si des sports consistent à se casser la gueule, à mon avis, ils seront réglementés de la même façon qu'on a supprimé les combats de coqs, quoi. Ils sont illégaux. Donc la légalité est historique, si je puis dire. Elle accompagne les abus et les prévient. Il y a une remarque de Jonas dans le principe responsabilité que je trouve très juste. Il dit que le mal est mieux connu toujours, mieux connu que le bien. Et qu'en fait, c'est à partir du mal réel, expérimenté, si je puis dire, qu'on va vers un mieux. Donc on réglemente le mal parce qu'il a lieu, parce qu'il existe, et on le corrige en le diminuant, si je puis dire. Donc le mal est un point de départ. On parlait tout à l'heure de Norbert Elias. Il Oui. y a pour lui dans le sport une sorte de combinaison entre la force et la règle, entre l'animalité et la rationalité. Ça vous semble une manière juste d'envisager les choses ? De toute façon, pour l'animalité, je ne comprends même pas le mot l'animalité, comme si c'était un règne à part et que l'homme était doté d'une espèce de surnature par rapport aux animaux. Ça ne me paraît pas juste du tout. Alors, toutes les études que je lis en ce moment sur les premiers hommes, l'apparition d'hominidés, hominiens, toute la succession, Cro-Magnon, etc., on apprend plus sur l'homme quand on regarde ces semblables, presque semblables, enfin simiens si on veut. On apprend plus sur l'homme qu'on en apprendrait si on en faisait
une espèce à part de l'animal, quoi. Beaucoup de choses qui se retrouvent chez l'homme sont en fait en commun. Et alors maintenant, c'est une vaste question de savoir si ce qu'on appelle la différence spécifique, enfin la différence anthropologique, n'a pas été surévaluée. Le concept même de différence anthropologique, je commence à me poser des questions sur cette idée qui repose sur finalement assez peu de choses. La bipédie, qui est assez largement distribuée dans le règne animal, tous les oiseaux sont bipèdes, si on veut, d'où d'ailleurs l'idée amusante de Diogène qui se promène avec un poulet plumé dans Athènes en criant voilà l'homme selon Socrate. Bon, enfin la bipédie c'est assez répandu. Alors l'enterrement, la sacralisation de la mort. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des cimetières des éléphants. Enfin, je crois que c'est une image. Peut-être, oui. Plus qu'une... Pas forcément. Il y a quand même une attitude de l'animal, des animaux, vis-à-vis de leurs congénères morts, qui est très, très particulière et qui devrait être étudiée plus dans le détail. Puis alors, l'immense question que les lacaniens, par exemple, ont magnifié le langage, comme si effectivement l'homme avait le langage et aucun animal, ce que je crois vraiment un abus de langage, si je puis dire. Mais là, ça va nous entraîner très loin, parce que je veux bien en parler, mais... Non, mais avant Lacan, Benveniste ou d'autres ont soutenu cette thèse. Mais quand il parle d'animalité, Elias, il a évidemment en tête un mot qui s'y trouve assez, c'est la bestialité, bien sûr. Donc la pauvre bête qui se trouve porter notre part d'ombre. Non, j'y crois pas. Non, je pense qu'il y a des hommes bestiaux. On est obligé de l'admettre. D'ailleurs, le mot bestial a des connotations. Il y a tout un arc-en-ciel de nuances sur bestial. On peut appeler bestial quelqu'un qui est simplement charnel. Hein. Bon, peut arriver. Donc la bestialité de l'homme, oui, bien sûr, de la femme. Pourquoi pas, c'est possible. Et d'un autre côté, une espèce d'humanité chez des animaux qui est évidente, en particulier dans leur soin à préserver les petits, les blessés, etc. Il y a beaucoup d'humanité chez les animaux. Alors voilà, je vais vous faire une confidence. Je regarde beaucoup, surtout avec ma petite fille, etc., qui a 6 ans, YouTube. Alors sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de scènes qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant, où on voit des animaux compatissants, protecteurs, qui se contrôlent, une abnégation d'un animal vis-à-vis d'un autre, dans beaucoup de circonstances. Un animal en repêche un autre d'une autre espèce qui est tombé dans l'eau, etc. Sans arrêt, il y a des milliers de vidéos où, évidemment, quelqu'un qui a réussi à saisir sur le vif ce genre de scène l'a mise sur YouTube. Voilà. Donc, non, je ne suivrai pas là, sur ce coup-là. L'empathie, ça a été observé, l'empathie se trouve dans le règne animal, oui, absolument, dans le règne humain, de l'animal humain. Partout. Mais la règle. Ce qui est important, c'est l'opposition ici entre la force et la règle, entre l'animalité et la rationalité. Rationalité et règle allant de pair. La règle, elle est instituée, elle est conçue, elle est formalisée, verbalisée même. Je ne sais pas, peut-être qu'après tout, suivre une règle sans l'avoir formulée explicitement, ça se fait tous les jours, chez nous. Il y a des règles de savoir-vivre qui n'ont pas été écrites. Enfin, tout le monde, quand même, ne se conduit pas avec un manuel de savoir-vivre ouvert. Et d'un autre côté, moi, je pense que les comportements animaux suivent des règles, simplement, on ne les connaît pas, quoi. On est obligé de les dégager de leur conduite. Je regarde aussi, dans le même esprit, les rituels de séduction chez les animaux, les danses nuptiales, etc. Alors, on a l'impression qu'ils ont appris tout ça par cœur, quoi. C'est étonnant. Ils sont plus aussi forts que les petits rats de l'opéra. Je parle d'oiseaux, pas seulement les pans, enfin, ce sont des choses très très compliquées. George Sand a étudié les mœurs paysannes de son époque, dans les années, au milieu du 19e, et elle explique dans un de ses romans qu'une noce paysanne dure 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il y a des scènes de théâtre où les acteurs jouent des situations très, très compliquées, etc. Qui leur a appris ça? Donc, les règles, on les suit, elles ne sont pas forcément a priori.
Donc là encore, j'ai du mal. Mais on Et peut la je pense que réfléchir. le mot rationalité est également, alors là, vraiment galvaudé. Mais la règle, on peut la réfléchir et donc l'interpréter. Oui, Une oui. règle qui n'est pas interprétable est-elle encore une règle? C'est-à-dire que quelque chose qui est réglé comme papier à musique, là je fais allusion par exemple à ces danses nuptiales, suit une règle. Maintenant, nous, on peut dégager la règle, etc. Les animaux n'ont pas besoin de la dégager. Donc c'est le sens du mot règle là qui est peut-être en cause. Quelque chose de régulier, c'est quelque chose qui a organisé en phase une action et qui est aussi interdit certaines variations ou certaines fantaisies. Voilà, suivre la règle. Étymologiquement, la règle, hein, c'est ce qui Oui, redresse. régula, bah oui, Oui. réguler, directionnel, il génie. Alors, j'aimerais... Heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas attendu Descartes pour raisonner. Oui. Bon. Vous faites référence, non pas dans votre dernier livre, mais à une autre occasion, vous faites référence à une chose assez étrange qui se passe dans le monde des Aztèques. Ah oui. Lorsque deux groupes s'opposent en jouant à la pelote. Oui, là c'est très rituel aussi. Il y a justement dans ce rituel, il y a au moins un implicite ou explicite, peut-être, je crois très explicite, à savoir que la partie, enfin le groupe perdant sera exécuté. Alors, pouvez nous préciser cela? Et les leçons que vous en tirez, surtout. Oui, bah oui. Ce sont Alors, les leçons donc, qui il sont s'agit de importantes. deux villages contigus, enfin, bon, deux villages voisins. On organise une fête annuelle, je crois. Maintenant, est-elle annuelle? C'est pas sûr, parce qu'on se demande où on trouverait les participants. Alors donc, les jeunes quoi, enfin, de chaque village s'opposent dans une sorte de jeu. Chez les Aztèques, ils avaient l'ancêtre de la pelote basque, quoi. Enfin, je crois que ça se joue, on a une sorte de panier en osier attaché au bras, et on attrape, enfin le baseball américain hérité aussi de ça, on attrape une balle qui peut être du cuir rempli d'étoupe, je ne sais quoi. Bon, voilà. Donc ils font une partie. Et il est entendu que l'équipe perdante est exécutée. Supposons qu'ils soient 6, bon, on les exécute. Et donc, quel est le but en dehors du sport, parce que ça reste néanmoins un sport, puisqu'il y a une victoire selon des règles du jeu. En fait, le but, il est démographique. Il y a deux villages, et ça prolifère, il y a des naissances, etc. Donc à un moment donné, comme pour les animaux proliférants en forêt, il y en a trop. Alors ils éliminent, là on arrive à la sélection, non pas des plus faibles, mais les plus faibles dans la compétition, mais en fait les plus forts, les jeunes gens les plus forts. On les élimine parce que les plus forts, si je puis dire, enfin les jeunes gagnants, vont avoir les femmes de l'équipe perdante, leurs enfants, etc. Et donc les deux villages auront, si on peut dire, réduit leur volume démographique. C'est une manière de régulation, non pas des naissances, mais des populations. Ils fondent la démographie. Alors, moi, ce qui m'a intéressé particulièrement pour ce qui concerne l'esprit sportif, c'est que chaque équipe de jeunes accepte d'avance les règles du jeu. Donc, la perspective de mourir au terme de la confrontation sportive. Et alors, on peut dire les choses de deux manières, mais celle qui me paraît la plus intéressante, c'est de dire que c'est l'esprit sportif poussé jusqu'à son terme, si on veut. Ils acceptent l'idée d'être perdants. Voilà ce qui n'est pas justement dans l'idéologie du plus fort qui règne, comme on vient d'en parler longuement. Donc, cette pratique barbare, elle l'est, est en même temps une espèce d'embryon du sport, si on veut, l'arché de l'esprit sportif, où on accepte la défaite. Oui, parce que la question qui se pose dans l'exemple que vous donnez, c'est pourquoi accepte-t-il de mourir? C'est-à-dire, accepte-t-il cet enjeu, à savoir la mort du perdant? Or, il y aura nécessairement un perdant. Alors moi, je dirais que c'est par orgueil, parce qu'il ne voudrait pas avoir la lâcheté de reculer devant la confrontation. Et puis, il y a l'orgueil de ceux qui vont mourir, mais il y a aussi l'orgueil des mères, des pères, des chefs. Donc ce sont des confrontations de deux orgueils, de fierté, si on veut, d'honneur. On pourrait parler aussi d'honneur, puisque c'est un des moteurs des sociétés pré-modernes. Vous avez une interprétation
vous, peut-être des ethnologues démographiques de ce phénomène, Oui. mais on pourrait très bien l'interpréter aussi dans les termes de Georges Bataille, hein, Ah, dans les termes de l'excès, du surplus, de la dépense, de la consommation. Quoi. C'est la mort comme expérience limite, si j'ose dire, de la consommation. oui, c'est-à-dire là, moi, j'ai mis ça dans le cadre d'une régulation de la démographie à cause de la conséquence qui n'est pas fatale, à savoir que les vainqueurs doivent prendre en charge les femmes et les enfants des perdants. Donc il y a bien quand même une réorganisation, y compris du point de vue du nombre. Maintenant, dans l'esprit lui-même, je suis d'accord, oui, il peut y avoir... De leur point de vue, parce que c'est important. Oui, je suis d'accord qu'il peut y avoir aussi, mais en parlant d'orgueil, on entre un peu dans cette logique de l'excès. Bataille, oui, l'excès, oui, absolument, tout à fait. Alors, dans un ordre d'esprit proche, mais c'est tout de même un autre problème, Philippe Descola, l'ethnologue, à propos des Amérindiens, mais de la région équatorienne, les Achuars, il dit que lorsqu'il y a un match de jeu avec des balles, que ce soit du football par exemple, implanté sur place, il y a un refus à l'issue de ce match de désigner un gagnant et donc un perdant. Que vous inspire cette... Bon, là, on ne peut pas donner d'interprétation démographique. Comment analysez-vous ce phénomène? Non, ça me paraît plein de bon sens. Sachant que l'enjeu, c'est la cohésion sociale, bien évidemment. Ça, on peut le... Non, c'est pas simplement ça, mais dès le moment où les équipes ont montré qui était vraiment bon, ça se voit, ça se sait. Les deux, tout le monde le sait. Les spectateurs, les participants, tout le monde le sait. Donc, si dans le sport, on a une relation à soi, d'être le meilleur qu'on peut, alors évidemment, ça suppose aussi, si on est le meilleur qu'on peut, on est aussi le meilleur que celui qui peut moins. Bon, mais il y a quand même une manière de se confronter avec ses propres limites, bon, et puis de les reculer, etc. Donc oui, si, ça me paraît très correct. Après tout, on peut aussi jouer au ping-pong à l'infini sans compter les points, par exemple. Moi, ça m'est arrivé de faire ça, compter les points. Bon, Vous êtes un joueur de ping-pong? J'ai joué au ping-pong, oui, jamais très bien, mais ça m'est arrivé de ne pas faire un match, c'est-à-dire de ne pas commencer à comptabiliser qui a des points à s'exercer, quoi. Parce que ce serait l'occasion d'ailleurs, comme dans les conversations antiques, il faut toujours une pause. Vous êtes sportif? Tout dépend de ce qu'on entend par sportif. Enfin, alors, vous voulez que je vous dise Oui. Quel sport j'ai aimé faire, parce que j'ai eu des graves problèmes avec des vertèbres. Donc, ça a interrompu mon élan, si je puis dire. Je courais beaucoup, enfin je faisais 1 heure de course chaque semaine avec des amis qui aimaient bien courir aussi. Alors j'ai observé, c'est une expérience, hein, bon, on peut en parler que de son propre point de vue. Alors, il paraît qu'il y a une production d'endorphine au cours de l'exercice, et alors à un moment donné, il y a quand même une sensation fantastique, on a l'impression de voler. J'exagère, mais on est léger, aérien, comme si on avait vaincu la pesanteur. Alors là, c'est vraiment quand même une jouissance particulière. Mais ça suppose que pendant au moins 6 mois, puisque j'ai commencé à courir avec des gens qui avaient l'habitude, etc. Alors, courbature, essoufflement. Au bout de 6 mois, plus de courbature, plus d'essoufflement, du tout, jamais. Pendant des années et des années. Et donc là, c'est là que ça commence à devenir vraiment agréable, parce qu'effectivement, on court, et à un moment donné, on est libéré de soi, si on peut dire, le corps qui grince, etc. Donc il y a une espèce de sensation de vol. Alors pour le ski, c'est pareil, je ne suis pas un très bon skieur, mais c'est vrai que quelquefois, surtout à cause du balancement, puisque les changements de quart, etc., on peut avoir quelque chose de rythmique, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et donc, là, c'est pareil, on est comme allégé. De toute façon, bon, on vire sur une bosse, alors, hop, on en profite pour changer de quart. Il y a quelque chose d'aérien. Et je pense que la sensation qu'on est délivré de la pesanteur
et quelque chose qui est vraiment comme ça vaut de l'or, quoi. Comme si d'ailleurs la pesanteur était une espèce d'engeance qui s'attache à l'état d'être né. Celui qui est né tombe sous le coup de la pesanteur. Et alors j'ai développé, comme vous le savez, dans le livre, l'idée que cette spatialité qui va avec la pesanteur, les déplacements et la pesanteur vont ensemble, cette spatialité, le fœtus en est dispensé. Donc il a cette... j'en sais rien, on ne s'en souvient pas, mais il est en apesanteur. Et donc quand on retrouve une sensation d'apesanteur, à mon avis, on retrouve quelque chose qu'on ne sait pas avoir perdu en naissant. Enfin, là, bon, je suis entré un peu dans des détails. En évitant évidemment le terrain mystique, ce que vous dites, je pense tout de même aux deux termes et deux pôles pratiquement chez Simone Weil de la pesanteur et de la grâce. Ah, oui. La pesanteur et la grâce qui élève. Oui, ça, la grâce est aérienne. Oui. Oui, d'où d'ailleurs l'idée qui est étonnante, parce que bon, moi, le livre que vous avez lu porte sur plusieurs choses, mais moi, ça m'a intéressé la spatialité, beaucoup. Revoir la notion de la spatialité. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, en fin de compte, dans la spatialité, on est restreint à quelque chose qui est, si je peux dire, la largeur. Quand on dit la longueur, ça ne veut rien dire pratiquement. La longueur, ça veut dire, par exemple, qu'on trouve le temps long. Là, par exemple, on ne trouve pas le temps long. Ça, tout va très bien. Mais quelquefois, on trouve le temps long. Bon, donc la longueur, je l'exclus. Et alors, quant à la hauteur, voilà le point. La hauteur est inhabitable. Sauf, évidemment, on peut toujours dire qu'il y a des immeubles de 30 étages. Mais enfin, bon, la hauteur en elle-même, si on veut, est inhabitable. Et donc, on y a logé les dieux dans les hauteurs, dans le ciel. Donc, on a fait quelque chose avec cette idée de l'apesanteur. On y a mis des êtres surhumains, surnaturels. Donc, la hauteur, voilà une dimension de l'espace que nous n'habitons pas. Et c'est pourquoi, à mon avis, le fait de prendre de la hauteur, de s'élever au-dessus d'eux, y compris dans des comportements, on peut aussi s'élever au-dessus d'eux. Par exemple, justement, dans le sport, on s'élève au-dessus de la banale bagarre, quoi. C'est autre chose. On veut être au-dessus de ça. Eh bien, être au-dessus de ça, c'est un schème de comportement que je trouve intéressant. Alors maintenant, pour la grâce, effectivement, la grâce enlève au ciel, oui, voilà, quoi. C'est lié. Je pense encore à Elias quand il dit que le sport est un substitut de la guerre. Quelqu'un d'autre que nous avons invité, Robert Redeker, va plus loin. Il dit que le sport est guerre. Non, substitut, moi, je trouve ou bien pas. Est-il enfin, guerre? À moins qu'on fasse de la guerre en dentelle un exercice de l'honneur pur et simple, avec respect de l'adversaire, respect de certaines règles, respect de ses propres forces, etc. Alors si on idéalise la guerre et si on en fait un exercice de loyauté, si on veut, d'accord. Enfin, depuis la guerre de 14, même la guerre de 70, avec les canons allemands, la boucherie que décrit Zola dans la débâcle. Hein, bon. La guerre moderne, hélas, non, c'est pas possible. On ne peut pas faire du sport un équivalent de la guerre moderne. Ou alors, on ne sait plus de quoi on parle. Là. Moi, je suis pas là-dessus. Vraiment pas. Pour cette raison-là. Parce que la guerre moderne, la boucherie moderne, technologique, etc., même aujourd'hui, ce qu'on voit en Ukraine, dégoûtant à tous égards, la guerre moderne, ça ne peut pas être le sport. Alors, Redeker se place plutôt du point de vue de l'intention que du résultat. Bon, oui. Enfin, non, mais je respecte ce point de vue que je ne connais pas suffisamment pour l'examiner sous toutes ses coutures. Je me souviens d'une chose, il y a un romancier, essayiste, sociologue, ethnologue, etc., Monod, il est mort il y a quelques années. Il avait écrit sur les banlieues. Le titre m'échappe. Alors, une fois, on lui demande à la télévision quels ont été ses rapports avec une société dite primitive, enfin, puisque c'était
installés dans une tribu d'Amérique du Sud. Alors, ils avaient la télévision, et ils regardaient à la télévision la guerre de 14. Et alors, autour de lui, il y a donc cette tribu indienne, et alors ils demandaient, mais une fois que tous ces gens ont été tués, est-ce qu'on les mange? Alors évidemment, on s'esclave, etc. Mais la vérité, c'est surtout que cette tribu indienne était écœurée de la boucherie. Pour eux, ça correspondait absolument pas aux lois de la guerre qui, chez eux, sont terriblement prescriptives, si on veut, très ritualisées, et qui mettent essentiellement en scène l'honneur personnel, quoi. Voilà. Alors donc, je me répète. Non, lorsque Norbert Elias parle oui. d'un substitut, le sport comme substitut de la guerre, il en parle dans le cadre du processus de civilisation, c'est-à-dire de maîtrise des instincts, de canalisation, d'une sorte, presque des vertus cathartiques. Oui, mais alors, donc ça se restreindrait au sport de compétition, genre football, quoi. Au sport réglé, mais tout sport est réglé d'une certaine manière. Oui, mais quel aspect de guerre il peut y avoir dans la course à pied, le 100 mètres, le marathon? Là, je ne vois pas. Où est-ce qu'il y aurait de la guerre là-dedans? Puisque chacun fait aussi bien qu'il peut. Il n'y a même pas de confrontation. Enfin, oui, on se confronte toujours, si on veut. Mais enfin, je comprends pour le football. Ce serait une solution inventée par les hommes. Oui, non, mais là, le côté cathartique, ouais. Football, il vaut mieux effectivement que deux équipes s'affrontent, mais ça a quand même ses limites. Parce que, bon, d'abord, le meurtre des athlètes israéliens dans les années antérieures, le fait que les Ukrainiens et les Russes ne puissent pas participer à des jeux en commun parce qu'ils sont précisément en guerre, donc ça a quand même des limites, cette analogie ou ce rapprochement. Moi, je dirais ça. On peut passer à une autre question qui est celle du qui va gagner. C'est Michel Serres qui disait qu'il y a un véritable diktat de cette question du qui va gagner, qui est aujourd'hui omniprésente. Et cette question du qui va gagner occulte le fait qu'on perd plus souvent qu'on ne gagne. Et c'est vrai que quand il y a eu un match sportif, on ne demande pas qui a perdu, on ne demande pas aux élections qui a perdu, mais qui a gagné. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette question qui envahit les esprits ? Et c'est une idée qui vient du sport, mais qui a envahi finalement toute la société. Et Michel Serres allait très loin. Hein. Il parlait d'une véritable intoxication. Il fallait se désintoxiquer de cette question, qui nous empêche d'envisager d'autres problèmes, peut-être plus essentiels que simplement de savoir qui va gagner telle entreprise, tel match, tel homme politique. Le qui va gagner en politique, c'est-à-dire tout simplement qui va être élu, est l'objet d'une espèce de contestation haineuse, quand même. Mais de course. Non, mais c'est pas ça. C'est que celui qui a gagné, on dit qu'il n'a pas vraiment gagné. On continue quand même à entretenir une espèce de fausse compétition pour destituer, reprendre, nier, dénier aux gagnants. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une pollution intellectuelle, enfin, ou morale. Parce que une vertu du sport, c'est aussi d'apprendre à perdre. Or, ça, on l'a un peu oublié. On l'a un peu oublié. Oui, mais même en politique, il faut savoir perdre. Ouais. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de faire tout recommencer comme si on refusait d'avoir perdu. Finalement, on a tendance à concevoir l'ensemble de la société comme étant un lieu de compétition avec le qui va gagner comme horizon. Dans cette idée qu'on serait dans une telle décadence morale quand même. On essaie, on résiste, on voudrait que ça reste acceptable, quoi, enfin modéré, et même si possible que ça ne devienne pas dégoûtant. Perdre est une chute, perdre est une dégradation, perdre est un déshonneur. Oui, c'est vexant. Non, mais on est obligé de dire que c'est vexant. Alors maintenant, je pense que l'orgueil devrait mener à surmonter sa vexation et à se dire, une autre fois, je ferai mieux, et à continuer. Vous mettez sur le même plan perdre et l'échec, la perte et l'échec? Ah oui, quand même, oui, c'est un échec. Oui, on s'engage dans une compétition en espérant être le meilleur, on n'est pas le meilleur. Oui, il y a un côté échec constitutionnel, si je puis dire. Enfin, ça s'attache au fait même qu'on s'est engagé dans une compétition. Voilà, il y a un échec. C'est la vie.
peut avoir eu des échecs très nombreux et être toujours dans la course. On observe aujourd'hui, plus que jamais, la présence de grandes violences dans les stades. À mon avis, il n'y a que le football. Parce que le rugby, qui apparemment, quand même, on s'empoigne, mais j'ai jamais entendu parler de bagarre entre supporters. Alors précisez votre Je peux pensée. me tromper. Pourquoi le foot seulement Alors, parce que le foot, effectivement, c'est un business fantastique, surévalué d'ailleurs. L'échec coûte cher. La victoire rapporte. Ça correspond à un malaise dans la civilisation, pour reprendre une expression freudienne. Cette violence, ce développement d'une violence, dans des lieux qui sont pourtant faits pour canaliser la violence. Oui, c'est une pathologie, c'est absolument clair. Mais aussi parce qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu naïf, c'est d'imaginer que le stade est un sanctuaire et qu'il serait d'une certaine manière isolé du reste de la société. Dès le moment où une compétition est publique, le public fait partie de la compétition et donc aussi il est là pour compter les points, en réalité, en même temps que l'arbitre, il est là pour compter les points. Alors, Walter Benjamin a consacré des réflexions, des pages au sport, retransmis à son époque, c'était retransmis au cinéma, aux actualités. C'est intéressant parce qu'il dit « Jamais on n'avait vu un match d'aussi près ». Que depuis la caméra de cinéma. On fait un zoom, etc. Donc aucun spectateur, dit-il, n'avait jamais vu l'action d'aussi près, plus près que l'arbitre, puisque quelquefois c'est le spectateur de la télévision, par exemple, qui observe que l'arbitre n'a pas vu la faute, etc. Donc là, je trouve que, évidemment, il y a un virage qui a été pris par ces grandes manifestations sportives avec leur publicité. Radio, télé, cinéma, etc. Les réflexions de Benjamin datent par définition des années 40. Je les trouve très intéressantes. Et autre thème, c'est la thèse que vous développez dans votre livre, au fond, c'est que la nature, en préservant les plus faibles, elle protège en même temps la diversité. Oui. Et cela non pas par l'intervention d'une quelconque force ou d'un ordre reposant sur la force. Il y a d'ailleurs un exemple que vous donnez qui est l'exemple du mimétisme chez les papillons. Les papillons, c'est un sujet spécialement intéressant et curieux. Parce que, donc, comme chacun sait, certains papillons, une fois que leurs ailes sont déployées, affichent, si on peut dire, le visage, la tête d'un autre animal, d'un plus gros insecte, etc. Donc, dans leur morphologie, il y a un leurre. Et donc aussi une protection, puisque le papillon est extrêmement faible, mais s'il affiche un visage effrayant qui correspond à celui d'un animal plus puissant, d'un plus gros insecte, etc., à ce moment-là, évidemment, il se préserve. Donc, il y a des ruses du faible pour paraître fort, plus fort qu'il n'est, et qui donc contribue à le faire rester dans le milieu. Maintenant, je pense aussi que pour ce qui concerne Darwin, et là on peut y revenir rapidement, il a prélevé sur les relations entre espèces quelque chose qui est trop restreint, si on veut, la compétition. Alors évidemment, il est un peu, comme on dit, malthusien, c'est-à-dire qu'il pense qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Ce qui n'est pas tellement vrai, parce qu'en fait, dans un milieu, il y a la place, non pas pour tout le monde, mais pour des espèces qui sont, si on peut dire, coordonnées, quoi. Alors, il y a des poissons pilotes dans le milieu marin, des poissons que les requins, les baleines acceptent et même encouragent, si on peut dire. Enfin, en tout cas, bon, il y a des alliances. Alors, le crocodile ouvre son monstrueuse gueule, parce que des petits oiseaux, etc., viennent lui picorer les saletés qu'il a, le bout de chair qu'il a entre les dents. Donc il ouvre la bouche, comme chez le dentiste, pour qu'une espèce, qui pourrait aussi bien croquer et avaler, vienne lui nettoyer les dents. Donc il y a une sorte de pacte implicite. Alors tout ça, ça fait partie, effectivement, de la cohabitation des espèces. Et dès le moment où il y a cohabitation, avec même alliance, alors à ce moment-là, une diversité est préservée. Ça, c'est très clair, puisque une espèce va avec une autre. Au lieu qu'il y ait ou l'un ou l'autre, les espèces
vont les unes avec les autres spécifiquement. Et il y a toute une casuistique qui est étudiée de plus en plus, hein, de plus en plus précisément. Donc là, pour les ailes de papillon, oui, il y a sur le mimétisme, ça fait partie de ces stratégies de préservation du plus faible. Et on est toujours le plus faible par rapport à autre chose. Donc cette préservation, elle est, si on peut dire, elle repose sur des manipulations morphologiques. C'est ça qui est le plus curieux. Et cette protection à la fois des plus faibles et peut-être de la diversité, on pourrait presque la retrouver dans le monde humain lui-même. Moi, je pense à certaines positions solidaristes. Vous parliez tout à l'heure des Russes. On trouve en Russie certains théoriciens du solidarisme. Il y aura des relais en France aussi, hein, dans la fin du 19e, au début du 20e. Il y aura tout vouloir montrer que la solidarité, d'une certaine manière, c'est une possibilité de prolonger la nature pour protéger à la fois le plus faible et de maintenir une diversité à la fois inventive, imaginaire, culturelle. Alors à l'époque même de Darwin, enfin, ça a été étudié, bon, il y a un livre dont le titre m'échappe mais qui est passionnant, qui montre qu'à l'époque de Darwin, Kropotkin a développé contre Darwin, donc effectivement une théorie de la solidarité des espèces avec des arguments qui, à mon avis, ont été entre-temps très, très largement enrichis et extrapolés. Alors maintenant, les solidarités, elles sont, si on peut dire, la contrepartie. Par exemple, on parle des mafias, qui sont des formations de violence illégales, etc. Mais au sein des mafias, il y a une solidarité, la loi du silence, ne serait-ce que ça, qui est la solidarité avec ceux d'entre eux qui se sont fait prendre. Donc on ne parle pas. Alors, un exemple de loyauté. Et donc, il y a un hommage, enfin, c'est une expression dont l'origine m'échappe, un hommage du vice à la vertu. On est loyal, y compris dans des formations qui sont essentiellement hors la loi, et a fortiori dans la société légale. J'espère. Alors, une autre question, vous faites référence à une phrase, une expression d'Antoinette Fouque, la chair pense. Évidemment, là, on peut penser à ce que dit Michel Serres lorsqu'il dit que le corps pense. Il a écrit un livre qu'il a dédié à ses professeurs de gymnastique qui lui ont appris à penser. Oui. Et une variation sur le corps. Et donc la question qui se pose, c'est cette idée que la chair pense ou que le corps pense. Évidemment, on pourrait renvoyer ça à la célèbre expression de Spinoza, que peut le corps dans l'éthique, et que Deleuze rendra peut-être un peu plus célèbre que pour le lecteur ordinaire. Donc j'aimerais qu'on s'arrête à cette idée. La chair pense. Comment entendez-vous cette expression d'Antoinette Fouque ? Oui, alors d'abord pour penser, alors il y a le penser, le cogitare de Descartes, qui consiste à remuer des pensées, enfin des idées, et à les mettre dans un certain ordre. Il y a d'autres définitions de la pensée, parce que penser à moi, c'est une pensée, mais pas une cogitation. Vous penserez à moi, etc. Bon. Les pensées, c'est même des fleurs qu'on met sur les tombes. Parce qu'on pense aux morts. Alors, elle, Antoinette Fouque, je sais très bien qu'avec la pensée, elle pensait à ça plutôt. Et alors, je me rappelle, on en discutait ensemble, il y a un rapprochement possible entre deux termes allemands, denken, penser, et danken, remercier. Heidegger dit. Danke sehr, oui. Alors voilà la véritable origine. Et donc, effectivement, Gedächtnis, enfin, on peut rapprocher, au lieu de les séparer, la gratitude et la pensée. Alors évidemment, bon, son idée, c'est que la chair pense, parce que c'est vraiment dans sa chair que la femme gravide, elle a écrit un livre qui s'appelait Gravidanza, donc elle appelait en italien l'état de grossesse gravidanza. La gravidanza, c'est une manière pour la chair, si on veut, d'accorder à celui qui vient cet abri, cette hospitalité. Et alors, donc, avec la pensée, il y a tout ce thème de l'hospitalité. Et donc, générosité, sacrifice, laisser la place à, etc., s'effacer. Bon, voilà dans quel sens fort on peut envisager l'idée de la chair qui pense, parce que c'est quand même vrai que ce n'est pas quelque chose de délibéré
qui crée cette situation où une femme contient, si on peut dire, un fœtus, la vie même a préparé ce séjour, et ça vaut aussi bien pour les animaux. Donc ce n'est pas de la psychologie. Et si on doit prêter des vertus d'hospitalité à la vie, à ce moment-là, ça veut donc dire qu'entre la vie et les vertus réputées humaines, il n'y a pas d'incompatibilité. Il y a des vertus dans la vie comme il y a des vices. Ou bien la chair pense, ou alors la pensée est un phénomène autre qui sortirait de la vie, et ça pose nombre de difficultés. Enfin, Descartes lui-même, qui malgré tout est quand même à la source de cette idée que la pensée est autre, complètement autre, un autre monde que l'espace et le corps, il dit quand même que nous ne sommes pas comme un pilote en son navire, dans notre corps. Donc lui-même sent qu'on ne peut pas exagérer à ce point. Merleau-Ponty aussi, pas mal réfléchi quand même sur cette idée que la chair est la chair du monde. Oui, la nature même de l'homme, enfin qu'il y a quelque chose d'anthropologique dans la chair. Dire que le corps pense, c'est aussi dire qu'il y a une anticipation parfois du corps sur la conscience que nous en avons. Michel Serres donne l'exemple de l'alpiniste qui trouve la prise. Son corps trouve la prise avant même qu'il ait réfléchi et pris conscience que c'est la bonne prise. Parce qu'il est entraîné. Parce qu'il est entraîné. Moi, je ne me risquerais pas là. Mais il est clair que là, c'est l'occasion de revenir au sport et de dire dire que le corps pense, c'est aussi insister sur la créativité, l'inventivité du corps. Et pas simplement, par exemple, dans l'activité sportive, la réduire au mesurable, au quantitatif, mais ouvrir sur une dimension qualitative, qui fait que c'est ce qui intéresse finalement le spectateur. Le spectateur, qu'est-ce qu'il ne veut pas voir simplement de la performance, il veut voir aussi quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté, de l'invention, de la beauté subite. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beau dans ce qui a été longuement cultivé, parce que malgré tout, il y a quand même le même rapport qu'entre une ébauche grossière et ce qu'on en sort, y compris pour soi-même. Là, tout à l'heure, je donnais l'exemple de la course qui, au départ, est pesante, douloureuse, contrainte, etc. Puis à la fin, on s'allège. Alors j'imagine effectivement que même, là, je vais donner un exemple sur le football. Quand on regarde les pieds de celui qui a le ballon, qui arrive non seulement à faire passer le ballon entre ses propres pieds, mais aussi entre les pieds de celui qui est là, sur ses talons, au sens strict. Il y a des gros plans, on voit. Moi, j'admire, je trouve ça prodigieux, quoi. Je me souviens de ces scènes de virtuosité uniquement avec les pieds, comme dans Charlie Chaplin, quoi. Enfin, une espèce de danse avec le ballon. C'est vrai, c'est admirable. Il y a quelque chose d'admirable au sens strict, enfin, une merveille. Et alors, elle est due à des années d'entraînement, et plus des dons sans doute personnels, bien sûr. Mais je suis d'accord que ça équivaut presque, ça ressemble à l'admiration qu'on peut avoir pour des danseurs, qui sont plus des sportifs. Là, on peut passer sans transition, à mon avis, du sport à l'art. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de disciplines, d'ailleurs, dont il est difficile de dire si elles sont sport ou art essentiellement, parce que le ballet est une gymnastique. On fait les mêmes choses en gymnastique et en danse. Enfin, je ne vois pas une ligne infranchissable entre le sport et l'art, qui, lui, alors, effectivement, rentre à plein dans ce qu'on dit, on admire. Entre le sport et l'art, il y a quand même c'est Paul Lyonnais qui avait insisté. Il y a l'œuvre d'art, elle était offerte à notre regard, à notre contemplation dans œuvre achevée. Un match sportif, il est dans la durée. Il y a une dimension ici qui est celle du temps, qui est essentielle, avec des phases, etc. Il y a des performances artistiques, mais ce sont des expériences un peu limites. D'autre part... je parlais de choses qu'on peut comparer. Je dis un ballet et des exercices sportifs de gymnastique. L'art, c'est vaste. Mais enfin, il y a quand même des performances collectives, théâtre, danse, etc., qui ont
leurs équivalents, si on veut, dans le sport, me semble-t-il. En transposant la notion de performance. Bon, la performance, on voit un artiste exécuter, ça peut être un dessin, exécuter quelque chose en temps réel, si je puis dire. C'est pas forcément un dessin, ça peut être autre chose, ça peut être une gestuelle. Une fois, j'étais à un colloque où on parlait de la performance et des artistes rappelaient la chose suivante, c'est que, en fait, précisément, ce sont des dessinateurs qui sont à l'origine du concept de la performance en art, parce que le but en dessin, c'est pas de s'acharner indéfiniment dans des reprises, des corrections, etc. L'idéal, ce serait un simple jet, si on veut, et même quelquefois un seul trait. L'esthétique chinoise. Oui, ou Picasso. Voilà. D'ailleurs, Picasso s'est entraîné à peindre avec du blanc d'Espagne sur une vitre, puis il y a la caméra de l'autre côté. Et effectivement, il n'y a qu'un seul trait, si on veut. Donc ils disent que c'est ça, c'est la gestuelle du dessinateur, parce que c'est aussi une gestuelle qui a donné lieu à ce nouvel art, si on veut, de la performance. C'est une parenthèse. Bon. À tel point que je ne me rappelle plus quelle était la question. Non, la question c'était d'insister, lorsqu'on dit que le corps pense, d'insister sur la créativité, l'inventivité. On sait, Michel Serres aussi soulignait qu'aujourd'hui, avec les sommes d'argent considérables mobilisées par certains clubs, ceux-là sont appelés à gagner. On sait a priori dans des grandes compétitions qui sera le vainqueur, qui ne le sera pas. Oui, la surprise, quoi. Oui, mais même dans ces opérations, même dans ces matchs où tout est joué d'avance, parce que c'est une affaire d'argent, il y a toujours cette dimension du corps qui pense et donc qui est capable d'une... Vous parliez de moments de grâce tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ces moments d'apesanteur ou ces moments d'inventivité où le corps sort simplement de schémas préétablis. Oui, je comprends. Je pense que d'ailleurs, les spectateurs, enfin d'une façon générale, l'idée de Benjamin dont on parlait tout à l'heure, c'est que le spectateur est devenu critique, expert. Le bon spectateur, enfin celui qui sait de ce qu'il regarde, il est expert. Alors, je pense qu'il y a presque des notes esthétiques données à des performances sportives. On admire l'équipe qui a effectivement bien joué et qui n'est pas ni la plus riche, ni la plus réputée, ni etc. On apprécie esthétiquement l'effort et l'aisance, la liberté dont a fait preuve une équipe. Alors maintenant, dire que c'est le corps, c'est un corps surentraîné quand même. N'exagérons rien. Nietzsche a consacré des réflexions à ça. Il dit que, par exemple, alors l'exemple est assez pénible, il dit les soldats marchent au pas tous, et alors on admire le bon ordre, la perfection de cette marche. Peut-être qu'on l'admire justement pas du tout et qu'on la déteste, enfin, on fait ce qu'on veut. Alors il dit, vous vous rendez pas compte, les heures d'entraînement, les journées, les semaines d'entraînement qui donnent ça. Et alors, c'est la même chose, si vous voulez, un mannequin qui défile, elle ne marche pas comme tout le monde. Bon, mais combien de fois elle s'est cassée la figure avant d'arriver à ne pas défiler avec cette espèce de grâce. Bon, voilà. Donc, tout ce qui s'apprend, c'est très long. Et là aussi, moi, j'aime bien Aristote. Alors, son idée de la seconde nature est très juste, parce que c'est une réhabilitation de l'habitude qu'on appelle automatisme, etc. Ça veut donc dire que le corps est capable de se muter en une autre nature. Nous avons une nature, nous pouvons en acquérir une autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que précisément on peut devenir, là, pour ce que je ne suis pas devenu d'ailleurs, un skieur, un coureur à pied, à vélo, etc., un joueur de tennis. On peut le devenir, de la même façon qu'on peut devenir pianiste. Donc si on peut le devenir, ça veut dire qu'il y a dans le corps une potentialité et non pas un état, une nature. Donc même quand on dit la nature, on se trompe, parce que la nature est dans son évolution. Alors je voudrais quand même aller un peu plus loin, parce que dans le darwinisme, on mécanise les choses. La nature joue au hasard, elle se trompe la plupart du temps d'ailleurs dans ses variations, et puis
la grande faucheuse arrive et on garde que ce qui est correct. Donc la nature est aveugle, sourde, abrutie. Elle ne veut rien, elle ne va nulle part, elle est bête. Et c'est simplement la sélection qui arrive à faire les prouesses qu'on observe néanmoins. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'intelligence, la capacité à faire toujours mieux, etc., est dans la vie elle-même. Et l'idée qu'il y a simplement des fautes de frappe, quoi, si on veut, l'équivalent de fautes de frappe, des erreurs qui, en fin de compte, sont bénéfiques, me paraît incroyablement mécanique. Et surtout, elle tourne le dos à la vie. C'est une idée qui tourne le dos à la vie. En fait, on fait comme si ce n'était pas la vie. Mais si la vie n'est pas intelligente et évolutive, alors d'où est-ce qu'on peut sortir ce que nous, on appelle intelligent et évolué? D'où ça peut sortir? On s'imagine être né de rien, quoi. Enfin, comme le Athéna du cerveau de Jupiter. C'est pourquoi je pense que dans la vie même la plus élémentaire, il y a quelque chose qui est une tendance évolutive. Maintenant, je ne peux pas le démontrer. Dans votre livre, vous faites référence à Kipling. Ah oui. Vous êtes un lecteur de Kipling. Et la notion, la fameuse loi de la jungle, c'est une expression qu'on utilise assez facilement, qui est une version. Surtout en ce moment. Qui est une version du droit du plus fort, hein, ou de la loi du plus fort. Oui, tout à fait. Mais oui. vous dites que la référence à Kipling ici, on se trompe quant au sens de la loi de la jungle. Bah, oui, parce qu'il suffit de le lire. Hein. Bon, le livre de la jungle. Il y a un chapitre qui s'appelle la loi de la jungle. Alors, j'ai regardé, quoi, par acquis de conscience, comme on dit, par honnêteté, pour être sûr. Qu'est-ce qu'il dit dans la loi de la jungle? Alors, il dit restreins ta force, n'abuse pas de ta force. Il s'adresse à des lions, etc., les rois de la forêt. C'est une loi de mesure, de sagesse, mesure, d'auto-limitation. Celui qui est le plus fort doit savoir ménager sa propre force, ne pas en abuser, etc. Alors, par exemple, bon, il a mangé une gazelle, ça suffit, on arrête. On ne va pas continuer à baffrer, etc. Bon. Voilà ce que dit, et alors il dit, et l'homme jamais. Il s'adresse aux animaux, tu ne manges pas l'homme. Bon, c'est quand même déjà arrivé. Enfin, voilà la loi de la jungle. Donc, c'est une loi, c'est pas la jungle. Et quand on dit la jungle, on n'est pas comme Kipling, parce que pour Kipling, la jungle, justement, elle est terriblement agencée, intelligente, sage, mesurée. D'ailleurs, là, je regardais récemment, il y a un film des années 40, je crois, avec Mowgli, etc. Donc, et c'est la jungle qui est humaine. Les hommes sont plus cruels, plus méchants, plus faux. Enfin, c'est la jungle qui est un milieu accueillant, intelligent, avec entraide, etc. Ça, c'est la leçon de Kipling. Parce qu'aussi, il est allé en Inde, et en Inde, il y a toute une tradition que Schopenhauer a recueillie, en particulier, tradition de sagesse et de modération, précisément ça. Donc, on se plante, quand même, quand on dit la loi de la jungle, c'est tout est permis, on écrabouille le faible, etc. C'est juste pas vrai. Oui, c'est intéressant de dire cette rectification, parce que c'est une oui. expression qui semble oui, qui sert à désigner l'ultralibéralisme, parce qu'on n'ose pas dire, quand on dit l'ultralibéralisme, on n'ose pas dire qu'on est contre le libéralisme, que ça voudrait dire qu'on est pour une dictature. Le libéralisme, on laisse libre quand même les citoyens, quoi. Ils sont libres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lois. Enfin, ils sont libres, essentiellement parlant. Donc, on dit ultralibéralisme pour prôner des dictatures et vouloir échapper à la prétendue loi de la jungle qui ne règne pas. Voilà ce que je crois. Boris Cyrulnik, il soutient que l'empathie est supérieure, il faudrait s'entendre sur ce terme, à la loi. Et que, au fond, la règle ou la loi, elle vient compenser une sorte de déficit empathique. C'est-à-dire, si la loi régnait, on pourrait presque dire qu'elle ne nécessiterait plus l'empathie. Parce que, en principe, comme la loi est universelle, elle est une protection pour chacun. Elle lui donne droits et devoirs. Donc l'empathie, c'est effectivement dans un milieu où précisément on ne respecte pas. L'empathie corrige le manque de respect de l'un envers l'autre.
c'est naturel, quelque chose de naturel. La loi ne s'applique pas à tout instant, il n'y a pas non plus des défenseurs de la loi ici, partout, etc., partout où on se trouve. Donc l'empathie est nécessaire, mais la réflexion selon laquelle la loi est, si je puis dire, une empathie incorporée dans des dispositions légales, me paraît assez juste, oui. Assez juste. Alors, l'homme sportif, homo sportivus, il a recours à un tiers qu'on appelle l'arbitre. Oui. Michel Serres, toujours lui, disait, de façon une provocation un peu, mais qui c'est plein de justesse, il disait qu'au fond, dans un match de football ou de rugby, c'est l'arbitre qui marque le point. Oui, oui. D'où l'importance de l'arbitre. On en a parlé tout à l'heure, à propos de Walter Benjamin, qui dit que l'arbitre est lui-même corrigé par des experts qui voient plus loin que lui, puisqu'il bénéficie des zooms d'une caméra de cinéma. Mais maintenant, la réflexion selon laquelle c'est à l'arbitre de savoir qui a marqué un point est absolument juste. Ce n'est pas le joueur de tennis qui va dire « c'est moi qui ai marqué le point, c'est à l'arbitre ». Donc, de fait, oui, c'est l'arbitre qui marque le point, enfin au sens strict, littéral de l'expression. C'est lui qui marque, qui fait afficher 1, 0, etc. Oui, d'accord. Maintenant, l'arbitre, ce n'est qu'après tout la règle du jeu, la règle d'un sport. Il faut des arbitres pour matérialiser, si je puis dire, le respect de la règle sur le terrain. Enfin, cette réflexion me paraît d'un simple bon sens. Oui, de bon sens, mais il renvoie d'ailleurs à l'histoire en disant qu'au commencement, on réglait les différends par des guerres, des combats entre peuples. Ensuite, on a désigné éventuellement les Horace et les Curiaces. Ensuite, etc., on a les champions. Hein. Oui. Et il y a donc un processus. Et avec l'émergence de ce tiers, qui est l'arbitre, qui est comme le juge. Le juge est une grande invention dans l'histoire du droit, parce que ça permet... Ça permet justement, c'est le juge qui décide. Ah oui, bah ça, l'institution du juge, enfin, l'institution du juge à elle seule peut être quelque chose de très dangereux, parce que l'Inquisition, par exemple, a montré, si on veut, les abus qui sont inhérents au jugement. Alors, l'habeas corpus, enfin, c'est plus compliqué, puisque les Anglais ont proposé donc la règle de l'habeas corpus, qui veut simplement dire que l'accusé a le droit de se défendre personnellement en chair et en os, corpus. Donc il doit être présent à son procès. À ce moment-là, le juge doit quand même tenir compte de sa défense, y compris quand c'est un avocat qui l'assure, bien sûr. Enfin, c'est pas que le juge. Parce que juger, selon l'Inquisition, le juge est tout-puissant et il parle pour Dieu. Alors, pas très commode d'être l'accusé dans des conditions pareilles, quoi. Voilà. Il y a la notion d'arbitraire qu'il faudrait faire donc intervenir. Là, je nuance un peu sur le juge. Lorsqu'on parle de l'émergence ou de la naissance de la figure de l'arbitre ou du juge, on pourrait mettre ça en relation avec le processus de civilisation dont parle Elias, d'ailleurs. Oui. Peut-on, selon vous, concevoir une hiérarchie sans exercice de domination ? C'est-à-dire, si dans la hiérarchie, il y a un élément de respect, de dévotion, d'acceptation du pouvoir de celui auquel on est soumis, à ce moment-là, il n'a pas besoin d'exercer sa domination, et le simple fait d'avoir à exercer une domination veut dire que quelque chose a commencé à se fêler dans la chaîne des acceptations, si on veut. Alors, dans les bandes, il y a toute une littérature sur les bandes nordiques, là, les hommes du Nord, Nordmen. Il y a des réflexions chez Ernst Jünger, etc. Alors, lui, il dit une chose très simple à propos de cette question de la hiérarchie et de la domination. On choisit comme chef celui qui gagne, tant qu'il gagne. Là, on voit, avec la guerre d'Ukraine en ce moment, ce problème. On a choisi un chef qui a gagné parce qu'il a gagné et pour qu'il gagne. Et donc il est destituable à tout moment. Et il l'est, de fait. Ça concerne, si on veut, le schéma de la domination d'un chef sur ses troupes dans ses bandes de pirates, enfin, quand même. Bon,
ceux qui sont descendus avec leur dracar là jusqu'à Paris, avec Sainte-Geneviève qui a défendu la ville, etc. Bon, donc ça, il y a une portée plus générale. Il y a un pacte, implicite ou explicite, avec le chef, et s'il n'est plus respecté, dans les mafias c'est pareil, s'il n'est plus respecté, à ce moment-là, il n'a plus effectivement qu'à exercer sa domination, éliminer ceux qui le contestent, etc. Moi j'avais étudié ça aussi sur un autre plan qui est d'ailleurs bien répugnant pour tout dire. Les commencements du nihilisme avec Netchaïev, etc. Parce que Netchaïev avait dans son groupuscule un jeune étudiant qu'il contestait. Alors, ne supportant pas cette contestation, il s'est débrouillé pour lui faire une espèce de faux procès, et il l'a fait exécuter par ses troupes, un revolver sur la tempe, quoi, pour ne plus être contesté. Alors là, voilà l'exemple même du chef contesté qui s'en sort par l'exercice d'une domination illégitime et vraiment répugnante, quoi. Alors donc, cette loi de la domination s'exerce là où il n'y a pas la loi. Voilà. Moi, je suis pour l'état de droit, une loi claire, nette et précise qu'on respecte, qu'on ne conteste pas à tout bout de champ. Sinon, c'est ça. Alors, envisagez maintenant la question du sexe et du sport, enfin disons des sexes. Dans votre livre, vous insistez sur l'importance de la dualité sexuelle. Elle est importante, oui. Elle est importante non pas simplement comme fait biologique ou fait de nature, elle est importante aussi dans votre raisonnement, c'est-à-dire dans cette loi du plus faible, cette protection du plus faible. Dans de nombreux sports, peut-être la plupart, il y a un partage entre les sports qui la non-mixité. Affrontements entre des hommes ou affrontements entre des femmes, sont mixtes des sports qui font intervenir une médiation de l'objet, par exemple la voile. Mais il y a tout de même la dualité sexuelle est encore très installée et peut-être très importante dans la conception même de la compétition sportive. Or, il y a aujourd'hui le phénomène des transgenres, qu'on appelait transsexuels hier, de transgenres. Vous avez des passages dans votre livre qui se montrent à la fois prudents, bien sûr, mais qui montrent une certaine inquiétude. Car finalement, c'est votre schéma de pensée, c'est-à-dire cette protection du plus faible qu'on trouve dans la nature et qui a quelque chose à voir avec la répartition des sexes, de la mère qui porte l'enfant, etc., etc. Oui, alors là, c'est une question compliquée. D'abord, sur le fait qu'il n'y ait pas de mixité dans certains sports, tennis. Effectivement, on ne confronte pas une très bonne joueuse et un très bon joueur de tennis. Ou alors, on le fait, mais dans un cadre particulier. Moi, je crois quand même que ça tient à la statistique de la puissance musculaire. On ne veut pas, comme à la boxe, confronter un poids lourd à un poids léger. Ce serait contraire à l'esprit du sport. Donc, on ne voudrait pas qu'une femme dont en général la puissance musculaire est inférieure, comme ça. Des pompiers m'avaient expliqué, puisqu'à un moment donné j'avais fait des conférences, l'organisation qui chapeautait les pompiers. Alors, ils me disaient, eux me l'ont dit, on fait des exercices qui consistent à faire un rétablissement après s'être hissé au sommet d'une espèce de parcours du combattant, quoi. Alors ils me disaient, tous les garçons réussissent, toutes les filles échouent. Au début, avant entraînement. Voilà. Donc il y a quand même une question de puissance musculaire différentielle. Mais là, à ce moment-là, il suffit d'adapter. Alors maintenant, là, pour l'histoire des transgenres, c'est tout autre chose. Et on entre dans l'œil du cyclone, puisque le transgenre, c'est pas tellement un transgenre, c'est pas tellement qu'il a envie d'eux, c'est qu'on veut en faire, si on veut, l'exemple même de l'inexistence de la différence sexuelle, c'est-à-dire de la binarité des sexes. Or, la binarité, elle est caricaturée, si je peux dire, et transformée en domination d'un sexe sur un autre. Moi, ma pensée sur ces questions-là, c'est que les sexes dans la nature, toute reproduction n'est pas sexuée. Mais lorsque la reproduction est sexuée, les sexes sont absolument complémentaires, puisque un sexe est fécondant, l'autre est fécondable, point. Alors, il s'ensuit tout ce que j'ai développé sur les mammifères, effectivement. Je pense que c'est très important
que cette protection s'exerce avant même que la société ne songe à protéger les plus faibles, qu'elle s'exerce par nature, si je puis dire. Donc moi je suis attaché à l'idée que les sexes ne sont pas homogènes, indifférenciés. Ça ne porte que sur ces aspects-là. Ça ne veut pas dire qu'un sexe serait plus intelligent qu'un autre. S'il fallait l'évaluer, je dirais que beaucoup de femmes, enfin j'ai vu les choses, étant enfant, etc., beaucoup de filles sont plus avancées que les garçons. Enfin, on peut raisonner à l'infini sur les capacités artistiques, intellectuelles et autres des deux sexes. Laissons ça. Je ne vois pas l'occasion d'une compétition entre sexes, puisqu'ils sont essentiellement complémentaires. Alors donc, je pense que la question des transgenres est quand même très largement instrumentalisée pour contester la domination patriarcale de l'homme sur la femme. Mais est-ce qu'il faut vraiment la chirurgie pour attaquer, contester la domination patriarcale d'un sexe sur un autre? Est-ce qu'il faut la chirurgie? Est-ce que vraiment la chirurgie est la voie royale pour simplement constater et amender, si on veut, une situation de domination d'un sexe sur un autre qui, par ailleurs, est de plus en plus en déclin dans nos sociétés, ce dont je me réjouis, alors que par contre, elle est au contraire en ascension chez Daesh, etc., et les excités du fondamentalisme. Voilà. Alors, autant désigner les choses par leur nom. S'il y a des excès de patriarcat, domination de l'homme sur la femme dans certaines régions du monde, on le dit, et puis c'est tout. Et on ne raconte pas des trucs sur la chirurgie qui permettent d'abolir la distinction des deux sexes, puisque maintenant il y en aurait trois. Franchement, là, je pense qu'on s'égare. Oui, puis vous allez très loin, puisque vous dites que le fait de nier, au fond, l'existence de deux sexes, une sorte de dualité fondatrice, vous utilisez le mot de nihilisme. Oui, ça fait le nihilisme atteint la nature humaine, c'est l'expression que vous utilisez. Oui, ça fait partie de la négation de toute la tradition, de tout le passé, du passé faisant table rase, de toutes ces choses dont Hannah Arendt dit avec juste titre qu'elles sont la porte ouverte à tous les excès, parce que si tout est possible et si on n'a plus à se référer à aucune règle existante ou ayant existé, hélas, ça débouche toujours sur des horreurs et des violences, y compris dégoûtantes. Le XXe siècle, un catalogue de tout ce qu'on peut faire de dégoûtant aux hommes, sous prétexte de se permettre. Et pour montrer que ces choses sont compliquées, par exemple dans le sport, ce sont souvent les mouvements féministes qui s'opposent à la présence de transgenres, par exemple hommes devenus femmes, qui vont devenir des compétiteurs parmi les femmes, gardant bien évidemment quelques avantages de leur sexe d'origine. Donc oui. Les choses ne sont pas aussi simples. Non mais alors là, c'est un terrain inconnu pour moi, c'est une question que je ne connais pas. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on aille me faire dire ce que je ne dis pas. Si quelqu'un se sent très mal dans son sexe et veut aller jusqu'à de la chirurgie, ce qui est vraiment héroïque, si je puis dire, tellement un bouleversement, moi je n'ai rien à dire sur ce choix cruel envers lui-même, envers soi-même. Je n'ai rien à dire sur ce choix. Maintenant, qu'on escalade, qu'on surfe sur ces questions-là, pour en faire finalement une contestation généralisée de toutes les relations entre sexes, je ne suis pas d'accord. Bon, voilà. Alors, il peut se trouver qu'on soit mal dans son sexe, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Moi, je fais une distinction entre le sexe qu'on a par nature, si on veut, et puis d'un autre côté, les usages du sexe qui sont tellement multiformes, inventifs. La sexualité. Oui, la sexualité. Alors, j'ai consacré quelques pages à Foucault, qui, dans son histoire de la sexualité, enfin des choses qu'il a étudiées un peu à travers toutes les périodes, examine, c'est assez étonnant d'ailleurs, toutes si on peut dire, les infractions à la règle d'hétérosexualité, et donc d'une façon générale, tous les manquements sexuels comme des sources d'invention. Il dit que plus il y a d'interdits, et plus il y a une invention de perversion, si on voulait prendre ce mot neutre, enfin
Et il les étudie. Bon, voilà. Donc, son idée est que la sexualité est libre par rapport à la nature, c'est-à-dire au sexe dont on hérite. Ce qui peut vouloir dire donc que des comportements dits féminins peuvent être adoptés par un homme, etc., etc., etc. Donc là, on est dans des perspectives qui n'ont plus rien à voir avec mon sujet. Bon, maintenant, pour envisager une question terminale, au pluriel, qui nous font approcher d'un sujet qui vous intéresse peut-être pas particulièrement, qui est celui qui occupe aujourd'hui un peu la scène médiatique, qu'on appelle le transhumanisme, ou le post-humanisme, mais bon, commençons par le transhumanisme. Certaines formes de handisport, avec le fait de façonner un homme hybride, prothétique, etc., est-ce que ça n'ouvre pas la porte au transhumanisme, c'est-à-dire à ce projet d'augmenter l'homme, d'augmenter les performances humaines. Oui, oui. Et là se retrouve la question des limites aussi. Donc se prothétiser, je vois bien que... Il y a un mannequin aujourd'hui qui fait la publicité, ou la démonstration de ses prothèses, qui montre son corps prothétisé. Bon. Oui, là, je ferai les mêmes réflexions qu'avec la chirurgie qui consiste à changer de sexe. Bon... qui les en empêche, s'ils suivent une impulsion très forte dont dépend leur bonheur, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors maintenant, plus généralement, en tant qu'orientation qu'on choisirait pour toute une société, etc. Moi, j'ai beaucoup lu Hans Jonas, donc tout à l'heure j'ai cité le principe responsabilité. Alors, il fixe quand même une limite ce qu'on pourrait appeler une prise de risque technologique, etc. Alors, il dit, évidemment, c'est aussi une manière de réagir à ce qui s'est fait, c'est-à-dire à l'eugénisme nazi, qui consistait à supprimer les races inférieures, etc., noirs, tziganes, puis juifs, considérés comme une race alors que c'est un peuple, supposons. La théorie raciale a sa propre histoire, etc. Donc, il réagit à ça. Et alors, il dit... en supprimant des races dites inférieures, on produit une race supérieure. Et donc on fait comme les éleveurs qui élèvent des chiens, des chevaux, etc., pour les doter de caractéristiques plus brillantes que nature, etc., d'augmenter la taille, la force, etc. Donc ils ont raisonné comme ça. Et il y a d'ailleurs, par exemple, chez Nietzsche, en fait, l'idée d'élever des races. Alors, lui, Hans Jonas, il fait une objection. L'homme existe. On hérite de l'homme. Il n'est pas à produire. L'homme n'est pas quelque chose qu'on fixerait dans un avenir et donc l'idée du post-humain, il la récuse absolument. L'homme existe déjà. Et tous ceux qui ont voulu produire un nouvel homme ont en réalité produit des monstruosités et surtout de l'eugénisme, si on veut, c'est-à-dire des massacres. Alors il y a deux cas qu'on est obligé de mettre en parallèle, malheureusement, hélas, ce qu'ont fait les nazis, qui ont éliminé des races pour produire une race pure. Donc ils voulaient produire, sélectionner, élever une race pure. Et d'un autre côté, les autres camps qui sont soviétiques, où on a aussi imaginé un homme du futur, un homme socialiste du futur, en supprimant tout ce qui s'y opposait. Déportation de millions de gens, et en particulier les malheureux Ukrainiens qui ont subi à la fois des déportations et une famine meurtrière. Tout ça fait partie de l'histoire du stalinisme du XXe siècle, et donc de notre passé. Alors lui, Hans Jonas, il dit plus jamais ça. Donc plus jamais ça, ça veut dire on ne va pas produire un homme qui supposera aussi évidemment d'éliminer toutes les rebuts du passé. Cette idéologie de l'homme au futur est en fait une idéologie de l'élimination de l'homme du passé. C'est pourquoi, moi, je ne crois pas dans cette histoire d'homme du futur. Je suis tout à fait pour se surpasser autant qu'on le peut, mais pas pour produire, parce que c'est la nature qui produit. L'homme ne produit pas l'homme. Nous ne sommes pas le produit de l'homme. Je sais qu'il y a chez Rousseau l'expression qui est l'homme de l'homme. Enfin, elle ne consiste, si on veut, qu'en une éducation. Alors, une éducation... L'homme générique. Comment ? L'homme générique, dont parlait Marx. Oui, mais bon, avec Marx, on entre aussi dans ce serait
l'objet d'autre chose, enfin d'autres considérations, parce que lui aussi, il pense quand même que l'homme est à venir. Mais lorsque vous dites je ne crois pas à cela, je ne veux pas cela, mais sans doute, ce sont des positions philosophiques tout à fait importantes, mais il y a en cours aujourd'hui, alors que qui accepterait de réveiller le vieux mythe nazi de la sélection des races, ça c'est l'horreur généralisée, mais il y a des gens qui, en toute bonne conscience aujourd'hui, envisagent d'introduire, par exemple, je sais pas moi, une puce dans le cerveau, d'augmenter les performances, de chercher l'immortalité entre guillemets. Donc il y a des apprentis sorciers qui font cela en toute impunité et avec un intérêt, l'intérêt du public pour des prouesses techniques. La loi de Gabor. Ce qui est possible se réalisera de toute façon quoi qu'on fasse. Alors, dans ce que j'ai étudié, à savoir le phénomène mammifère, il y a quand même, si on veut, une espèce de cri du cœur, quoi. Ça passe par la chair, par le sang. Il y a une relation qui s'établit entre la mère et son enfant, et de ce fait donc entre le père qui a fécondé la mère et l'enfant. Donc il y a quelque chose comme une parenté, mais du corps, du sang, de la chair. Alors, si on produit un homme supérieur à force de technologie, il va sortir de ce cadre. Et donc, en fait, je pense que ça consiste à se produire à terme, des espèces d'esclaves manipulables et aussi destructibles, parce que ça peut devenir comme les Kleenex, quoi, ça se jette après emploi. Donc, ça, c'est cette dérive-là. Je pense qu'il faudrait que la loi l'empêche. On n'est pas obligé de développer la recherche dans toutes les directions, on n'est pas obligé. Il y a quand même des limitations fixées par la loi, donc il faut y réfléchir, comme on dit. Parce que dès le moment où quelque chose devient technologiquement possible, il faut savoir si c'est acceptable, quand même, à considérer. Donc là, il y a un exercice de la sagesse et du jugement qui est requis. Vous y croyez ? Ben oui. Moi, je crois qu'il faudrait un exercice de la sagesse et du jugement. Alors, je n'ai pas dit qu'on le faisait, ni qu'on a trouvé les gens qui pourraient le faire, etc. Mais quand même, les sociétés démocratiques ont un privilège, c'est de... quelquefois, on en abuse, il y en a trop, etc. Mais enfin, d'instituer quand même des débats d'idées, comme on dit, et de les instituer, y compris dans la jeunesse des lois. Parce que vous parliez à l'instant de la pureté des races, l'idéologie nazie, etc. Oui. Il y a aussi finalement ce mythe de la perfection, le corps parfait, plus le corps parfait, c'est presque le non-corps, remplacé par la machine, remplacé par des prothèses. Vous savez que les post-humanistes ou les transhumanistes, ils parlent du corps comme étant de la viande. Une viande qui est évidemment imparfaite. Qu'est-ce qui dans l'usine ne marche pas? C'est le corps qui est fatigué. Le corps. Donc remplacer ça par des machines. Donc il y a une sorte de haine du corps. Oui, là, tout ce que vous décrivez, c'est appeler viande la chair de l'homme, c'est dégoûtant. Donc là, il y a une erreur quelque part. L'automatisme, alors là, franchement, c'est un autre sujet. Mais l'automatisation, c'est l'industrie elle-même à ses débuts. On a remplacé le savoir-faire de l'artisan qui était, si je puis dire, incorporé. J'ai écrit le corps productif, enfin la moitié. On a remplacé le savoir incorporé dans les mains, même le cerveau, d'un artisan par une sorte de gigantesque automate. Donc ce sont des tendances qui remontent à 1780. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, évidemment, c'est dans la foulée d'en arriver à substituer au corps lui-même des automatismes, des puces, etc. Bon. Moi, ce que je crois, c'est que très souvent, les guerres ont mis au point des monstruosités fonctionnelles. Beaucoup de guerres. La lance et le bouclier, enfin, on en est arrivé quand même vraiment très loin. Moi, j'ai peur que dans des objectifs de guerre, on utilise effectivement tout ce qui est permis en termes de greffe, etc., pour créer des hommes, des combattants moins vulnérables, une espèce de Robocop, quoi. J'ai peur de ça, parce que s'il se développe des guerres, il se développera aussi une espèce de tout est permis qui s'attache à la volonté de vaincre, etc. Donc là, vous entrez dans un domaine particulièrement inquiétant et inconnu.
Oui, parce que le fantasme de la perfection, Oui. on peut opposer à ce fantasme de la perfection peut-être une éthique de la faiblesse, de l'imperfection, et peut-être même faire une sorte d'éloge de la fragilité. Ah oui, oui, bien sûr. C'est pas exactement ce que j'ai voulu faire, parce que moi je voulais simplement dire que celui qui est encore faible a besoin d'un appui, etc. Donc encore faible, ça ne veut pas dire qu'on aime. C'est d'ailleurs un vrai sujet. Aimer le faible, ça veut dire aimer le garder sous sa coupe, et c'est pas non plus ce que je veux dire. Donc je suis pas ni pour la faiblesse ni pour la force, mais simplement que chacun développe la force qui lui est à la fois utile et agréable, si je puis dire. Alors maintenant, là, on entre aussi dans un domaine où un commerce va se développer, des modes, une propagande pour augmenter ses capacités, etc. Mais je me sens dépassé. Là, je suis obligé de confesser. C'est peut-être une question d'âge aussi, parce que je n'ai pas vu venir tout ce truc. Je me sens dépassé et peu réceptif. Je pense, que ce sera ma dernière remarque, question, je pense à une remarque de la philosophe Simone Veil, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui oppose à la force, qui croît sans limite, qui occupe toujours l'espace disponible, et la faiblesse qui est retrait. Oui. Et donc je pensais un peu à cela, enfin, une sorte d'éthique de la faiblesse, c'est aussi une éthique du retrait, de la fragilité. Ah oui, alors est-ce que ça s'appellerait pas laisser aller, to let go? Dans certains cas, on s'abstient, on laisse faire, etc. Et ce n'est pas une lâcheté, mais une déprise, quoi, la déprise des branches. C'est peut-être l'amour que cette fragilité, ce retrait. Oui, mais alors là, ça fait, enfin je me répète, mais ça fait quand même partie de la vie de la chair qu'on est. On n'est pas simplement dans cette perspective d'augmenter sans limite des performances. Parce que la performance fait aussi partie d'un effort pour se sentir bien, pour avoir des moments heureux, etc. Donc ça veut dire que c'est sur un fond moins heureux, avec des hauts et des bas, on est ce qu'on est, on n'est pas tout puissant. Donc qu'on se permette des moments heureux. Alors il y a des gens qui prennent des drogues. Bon, il faut croire qu'ils n'ont pas trouvé mieux. C'est ce que disait Deleuze. Droguez-vous à l'eau pure. Bon, il disait ça à des drogués oui. qui assistaient à son cours. Se saouler à l'eau pure. Voilà. Il disait saoulez-vous à l'eau pure. Bon, oui, si on pouvait se saouler à l'eau pure, on le ferait, peut-être, oui. Enfin, se saouler. Les sentiments d'ivresse, c'est génial. Maintenant, les remplacer par des prothèses, je ne vois pas tellement l'idée, hein, franchement. Non. Trouver une ivresse, des espèces je ne sais pas moi, de moments d'élan, de vol, oui, c'est la vie, quoi. Mais bon, moi, je ne suis pas technophile à outrance. Elles sont très utiles. On est soutenu dans l'existence par la médecine et ses progrès. Impeccable. Il faudrait en fait que la médecine serve de régulateur, si on veut. Parce qu'en même temps, là, tout ce dont on parle peut comporter de graves retombées, enfin, contre-coups, contre-effets médicaux, j'imagine. Hein. J'imagine, on ne peut pas troubler à ce point l'équilibre corporel sans contrepartie. Donc, moi, je crois que le sport et la médecine sont d'assez bons exemples d'entreprises civilisatrices.